Bien, camarades, ce vendredi marxiste se tient dans un contexte particulier, différent des éditions précédentes du vendredi marxiste, dans la mesure où ce pays est en guerre. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous avez sans doute remarqué comme moi que lorsqu'a été annoncé le décès d'un soldat français, tous les médias qui reçoivent les informations avec les mêmes éléments de langage ont utilisé la même formule. Les journaux, les radios, les télévisions n'ont pas dit un soldat est mort au Moyen-Orient ou a été tué ou non. Toutes ont utilisé la même formule, le premier mort français dans cette guerre. Et le premier mort français dans cette guerre veut dire qu'il y en aura un deuxième, et puis sans doute un troisième, et d'autres encore. Ce qui est logique, vu la présence des troupes françaises dans la région, dont on apprend petit à petit, on apprend la vérité petit à petit, que finalement, il y en a plusieurs milliers sur une base, je ne sais plus où, à Dubaï, et puis d'autres en Irak, et d'autres encore ailleurs, et que finalement, la présence militaire française, je ne parle pas d'expatriés, est extrêmement nombreuse dans cette région. Donc, ce pays, notre pays, est en guerre. Et il est en guerre par le biais de ces troupes massées sur place et qui interviennent, et puis par le biais de l'envoi de la marine française, le porte-avions Charles de Gaulle, les frégates qui l'accompagnent. Et puis d'ailleurs, on apprend dans la presse ce matin que l'aviation française intervient dans les opérations, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais qui visent à détruire les drones avant qu'ils s'abattent. L'aviation militaire française intervient, elle a pour tâche, dans la répartition des tâches dans la région, elle a pour fonction de détruire les drones sur un certain espace aérien. Notre pays est en guerre. C'est une situation nouvelle. Notre pays est en guerre et on est tenté de se poser la question, où sont les partisans de la paix ? Traditionnellement, dans les pays où il y a encore un petit peu de démocratie, quand il y a une situation de guerre, il y a des gens qui manifestent contre la guerre. On le voit d'ailleurs aux États-Unis depuis plusieurs semaines, il y a des manifestations contre la guerre. Elles ne sont pas gigantesques, mais elles sont importantes. Où est la mobilisation unie à laquelle devraient appeler les organisations de gauche, les organisations ouvrières, les partis, les syndicats? Ça s'est vu dans d'autres périodes. Ceux d'entre nous qui sont moins jeunes que d'autres, on a en mémoire ne serait-ce que les manifestations lors de la guerre en Irak, qui étaient relativement importantes. Et puis avant cela, contre d'autres conflits où où la France était engagée. Les générations les plus anciennes parmi nous n'y ont pas participé, mais on sait que contre la guerre d'Algérie, et avant ça contre la guerre d'Indochine, il y a eu des appels à manifester, des appels à se mobiliser. Où est l'appel à se mobiliser aujourd'hui contre l'engagement de la France dans la guerre au Moyen-Orient ? Réponse, nulle part. Et la raison pour laquelle il n'y a pas d'appel à manifester, elle tient dans le positionnement, il faut le dire, des organisations qui se réclament du mouvement ouvrier de la démocratie. D'abord, une information qui peut-être vous a échappé. Non pas hier, je crois, avant-hier, le Premier ministre Lecornu a reçu tous les partis politiques pour leur exposer la position de la France dans la guerre et avoir un échange avec eux, bien, très bien.
Mais il a mis comme condition que les partis qui devaient participer à cet échange devaient laisser leur téléphone portable à l'extérieur. Ce qu'ils ont fait. Mais on attendait un compte-rendu. Alors, peut-être que ça m'a échappé, je n'ai vu aucun compte-rendu dans la presse de qui que ce soit qui a participé à cette réunion. La France est donc en guerre. Les partis sont informés par le gouvernement, mais tout cela reste de la diplomatie secrète, on ne dit rien. Alors ça pose un problème, camarades. Ça pose un problème, mais ce n'est pas un problème... je veux dire, il n'y a pas de mystère, hein. Vous le savez, quand Macron a annoncé l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle à l'est de la Méditerranée, il a dit la chose suivante: la République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Bon, moi il m'avait semblé que la décision de bombarder la région intensément était plutôt à l'initiative des États-Unis ou d'Israël, mais j'ai dû être mal informé. Macron prend un tout petit peu ses distances vis-à-vis des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons approuver. Enfin, une fois qu'il a pris cette précaution, il ajoute la chose suivante. Nous avons... Excusez-moi, il faut que je le sorte. Voilà. Nous avons des accords de défense qui nous lient le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis. Ces derniers sont tout particulièrement ciblés. Nous leur devons solidarité. Nous sommes aussi liés par des engagements solides avec la Jordanie, l'Irak et notamment là-bas nos alliés kurdes. Nous avons réagi immédiatement et avons abattu en légitime défense des drones dès les premières heures du conflit pour défendre l'espace aérien de nos alliés qui savent pouvoir compter sur nous. Donc, nos avions descendent les drones. Mais il ajoute, attention, il s'agit d'une politique défensive. Et il l'a répété tous les jours depuis, tous les jours, il dit non, nous sommes uniquement pour la défense. C'est-à-dire qu'on tire sur des drones, on va tirer sur des gens, etc. Mais c'est uniquement la défense. Alors ça, c'est ce que dit Macron. Mais je remarque que le citoyen Jean-Luc Mélenchon déclare « Il est pénible d'entendre le président français retirer toute responsabilité de la situation à Trump et Netanyahou », sans quoi il a raison. Mais il ajoute « Pour autant, le respect des engagements internationaux de nos pays, notamment avec Chypre, membre de l'Union européenne, est légitime, mais les actions de protection ne peuvent d'aucune manière devenir des actions offensives. » Donc c'est le même refrain pour tout le monde. Tant que c'est défensif, c'est acceptable. Alors, quand est-ce que le défensif se transforme en offensif ? J'avoue que la réponse à cette question n'est pas claire. Quand on descend des drones, est-ce que c'est encore du défensif ou de l'offensif ? Quand on tire sur ceux qui envoient des drones, est-ce que c'est du défensif ou de l'offensif ? Tout cela n'est pas clair. Il n'empêche qu'un soldat français a reçu... enfin, plusieurs ont reçu des drones, que l'un a été tué. Et que d'ailleurs, ça doit nous faire réfléchir, parce que les campagnes de propagande pour recruter, recruter des jeunes qui parfois se laissent prendre parce qu'il n'y a pas de boulot, et on leur dit, voilà, vous avez vu les affiches comme moi, l'armée va t'apprendre un métier, va te qualifier, etc., etc. C'est présenté sous un jour très positif. Enfin, au bout du compte, celui-là ou un autre se fait descendre par des drones au Moyen-Orient. Et non seulement Mélenchon, mais tous, Roussel pour le Parti communiste, Faure pour le Parti socialiste, disent, bon, tant que c'est défensif, c'est acceptable. Voilà pourquoi il n'y a pas de manif. Voilà pourquoi personne n'appelle à rien. Parce qu'au bout du compte, avec des réserves ou pas de réserves, les uns et les autres trouvent que cet engagement dans la guerre au Moyen-Orient a quelque chose de légitime, de nécessaire. Nous sommes tenus par des accords internationaux. J'avoue que moi, je ne connais pas le détail de tous
les accords qui nous lient. J'imagine qu'il doit y avoir derrière soi des histoires de pétrole, des histoires financières ou autres, etc. Bien. Donc, camarades, il est impossible de commencer ce vendredi marxiste sans commencer par rappeler ce que sont nos positions de principe, à nous, militants de la 4e internationale, par rapport à cette situation. Je le dis parce que, vous savez, en général, les vendredis marxistes que nous convoquons ont un thème particulier. Ce vendredi marxiste, il y a eu plusieurs thèmes successifs, compte tenu de l'actualité. Donc, on va essayer de balayer ces différents thèmes. Parmi ces thèmes, il y a notre position fondamentale sur la guerre. Nos positions de principe, elles peuvent être résumées de la manière suivante. Cette guerre est une guerre impérialiste. Elle a pour seul objectif le contrôle des ressources naturelles, en particulier de pays qui ont des richesses considérables dans leur sous-sol, ce qui est le cas pour l'Iran, s'agissant du pétrole notamment. C'est une guerre impérialiste qui vise non seulement à la prise de contrôle des ressources naturelles, mais aussi qui vise à dépecer les nations telles qu'elles existent, à remodeler complètement la carte du Moyen et du Proche-Orient, pour faire en sorte que cette carte soit la plus conforme aux intérêts de l'impérialisme. Je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Trump il y a 3 ou 4 jours. Il a eu cette formule qu'il a répétée, il était très content de lui. À propos de l'Iran, il a dit « Nous avons détruit ce pays ». Pas détruit son gouvernement, pas détruit son armée, nous avons détruit ce pays. Détruire un pays, ça dit bien ce que ça veut dire. Par ailleurs, c'est un mensonge éhonté, mais ça veut dire que l'objectif, c'est détruire un pays. L'Iran doit être détruit, sa population doit être atomisée, ses richesses doivent être totalement disloquées, etc., pour redessiner une carte de la région qui soit plus conforme aux intérêts de l'impérialisme. Par exemple, il est question de démanteler l'Iran. Vous savez, l'Iran, comme on l'a écrit dans la Tribune des Travailleurs, il y a plusieurs peuples en Iran. Les peuples spécifiquement persophones qui parlent la langue iranienne sont même légèrement minoritaires. Donc l'un des projets, ce serait de faire en sorte qu'on puisse détacher de l'Iran, en quelque sorte, les régions où les populations sont plutôt azéries ou baloutches ou arabes ou kurdes, etc. Et atomiser, c'est affaiblir complètement l'unité des peuples de la région. Donc ça, c'est un premier élément. Cette guerre est une guerre impérialiste. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une guerre pour libérer les femmes iraniennes en compagnie des régimes d'Arabie Saoudite et d'autres qui oppriment les femmes tout autant. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une guerre pour les peuples de la part de la coalition Netanyahou, Trump, responsable du génocide en Palestine depuis maintenant plus de 3 ans, etc. Deuxièmement, quand on dit que c'est une guerre impérialiste, ça veut dire que l'impérialisme, c'est quelque chose de précis. L'impérialisme, ça décrit un certain stade du capitalisme. C'est le stade du capitalisme où sa capacité à produire des richesses dépasse très largement sa capacité à investir ces richesses d'un point de vue profitable pour lui. D'où cet enflement permanent de capitaux auquel il faut trouver des débouchés. C'est de plus en plus difficile, donc le pillage est un moyen de le faire, la guerre est un moyen de le faire, la surexploitation des travailleurs est un moyen de le faire, et puis aussi le développement de l'industrie d'armement, parce que ça permet d'investir des sommes considérables, de dégager des profits. Il y a une véritable militarisation de l'économie. D'ailleurs, on le sait, nous, en France, avec un budget où il y a 6,7 milliards d'augmentation du budget militaire et les coupes dans les budgets des services publics, des hôpitaux, etc. Mais ça prend également toute une série d'autres formes. Cette militarisation de l'économie joue un rôle d'entraînement, volant d'entraînement parasitaire de l'économie. Troisièmement, c'est une guerre de l'impérialisme américain le plus puissant, de loin, derrière lequel se rangent tous les autres impérialismes, avec des minauderies, avec des réserves, avec ça ne me fait pas plaisir, dit Macron, il ne respecte pas les règles du jeu, mais enfin Macron en général, il résiste une demi-journée, parfois une journée entière, bon, puis après il se rallie, hein, c'est ce qu'il a fait là en la matière. Pourquoi il se range derrière ? Parce qu'à partir du moment où c'est l'offensive généralisée pour tout piller, eh bien la classe capitaliste française dit à Macron, fais pas l'idiot,
faut que tu sois dans l'affaire parce qu'il y a peut-être quelques miettes à récupérer et nous, on veut être dans l'affaire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Hein. Quatrièmement, cette guerre à l'extérieur, elle est aussi une guerre à l'intérieur. Et on le voit bien, comment c'est sur le dos des peuples que se finance en permanence cette guerre impérialiste. Cinquièmement, il faut dire lucidement, cette guerre ne s'arrêtera pas à l'Iran. Peut-être certains d'entre nous, il y a 3-4 ans, quand la guerre a commencé, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie, ou quand il y a eu le début du génocide à Gaza, peut-être pouvions-nous penser, c'est des guerres particulières. Mais à force de guerres particulières qui s'ajoutent les unes aux autres, il faut bien se poser la question, vers où tout ça s'oriente ? Par exemple, le prétendu plan de paix à Gaza a été suspendu le temps que les Israéliens se mettent à chasser les populations palestiniennes de Cisjordanie. Et pour déboucher maintenant sur une situation où l'ensemble de la région devrait être dépecée. Mais derrière cela, il y a quoi, camarades ? Derrière ça, au bout, il y a d'autres pays, il y a la Chine. Parce que c'est le besoin du capitalisme américain de s'emparer des marchés qui lui échappent, et en grande partie, les marchés chinois lui échappent. Et donc, n'ayons aucun doute sur le fait que, je ne dis pas qu'il y aura une guerre entre les États-Unis et la Chine, elle peut être empêchée, mais la logique de ce qui se passe conduit à une guerre entre les États-Unis et la Chine. Et en même temps, et c'est la caractéristique qui pour nous est essentielle, cette guerre qui tend à se généraliser se heurte à la résistance des travailleurs et des peuples, même si les dirigeants accompagnent. Mais je dirais plus bas, les dirigeants n'accompagnent pas nécessairement. C'est pourquoi, comme 4e international, nous refusons de faire la moindre concession à ce que nous appelons le social-chauvinisme. La formule n'est pas de nous, c'est la formule de Lénine. Social-chauvinisme, c'est ceux qui sont en parole pour le socialisme, ou en parole pour le communisme, ou en parole pour l'écologie politique, ou en parole pour l'insoumission, ce que vous voulez, mais qui, dans les faits, s'inscrivent dans la logique de la marche à la guerre, ce qui est le cas de tous ces partis dont j'ai parlé. Et le corollaire de leur position sur la guerre, c'est qu'en fait, vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a aucun appel à la grève des centrales syndicales, alors que nous avons le budget le plus anti-ouvrier que ce pays ait connu depuis des années. Il n'y a aucun appel à l'action. Pourquoi ? Parce que le budget de guerre est le corollaire de la marche à la guerre, et si vous accompagnez la marche à la guerre, vous laissez filer le budget de guerre. Autre chose est la manière dont les travailleurs et les jeunes le considèrent, et il est certain que nous allons aider, nous militants de la 4e internationale, à ce que surgisse le mouvement de lutte de classe contre cette politique, mais c'est la réalité. Mais c'est pourquoi, comme 4e internationale, nous combattons sur des mots d'ordre précis, à bas la guerre certes, mais plus précisément le retour de la flotte française et de toutes les armadas envoyées dans le Proche et le Moyen-Orient, le rapatriement en France, le retrait de toutes les troupes françaises, le refus qui est un sou, un homme, une arme, ni pour Israël, ni pour l'Ukraine, ni contre l'Iran, et l'aide à la lutte de classe qui mûrit pour l'unité, pour les revendications. C'est d'ailleurs le sens de la conférence pour l'action commune et pour la grève générale du 21 mars, on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, il est évident que ce vendredi marxiste est aussi particulier, non seulement par le fait que ce pays est en guerre, mais que par ailleurs nous sommes à la veille d'élections municipales, qu'à travers ces élections municipales sont posées un certain nombre de questions, notamment sur la place de l'extrême droite, etc. On va y revenir. C'est la raison pour laquelle, si vous en souvenez, la première invitation à ce vendredi marxiste disait que nous allons parler de 2 livres importants de Léon Trotsky, l'un qui s'appelle « Terrorisme et communisme » et l'autre qui s'appelle Leur morale et la nôtre, merci. On va parler de ces livres, mais avant de parler de ces livres, on va faire le rapport avec l'actualité, et donc Dominique va revenir sur un aspect qui risque d'occuper beaucoup les médias et les esprits dans les prochains jours, qui est y a-t-il un danger d'extrême droite dans ce pays, et si oui, comment y faire face ?
Oui, il y a exactement une semaine, puisque c'était le 6 mars au soir à Strasbourg, une candidate de la liste de la France Insoumise qui collait des affiches avec ses deux fils adolescents a été menacée de mort par un homme armé d'un couteau qui la traite de sale gauchiste. Le même soir, le 6 mars, à Fâche-Tuménil dans le Nord, la réunion électorale du maire France Insoumise est envahie par 15 néo-nazis qui, hurlant « Justice pour Quentin », aspergent les participants de sang factice. Le lendemain, le 7 mars, à Marseille, une candidate sur la liste du maire sortant d'Hiver Gauche, Benoît Payan, qui distribuait des tracts dans le 13e arrondissement, est agressée par 5 individus qui la traitent, je cite, de sale bougnoule. Le même jour, à Calais, à l'autre bout de la France, des militants de l'association France-Palestine Solidarité se réunissent, comme tous les samedis après-midi. Ils sont agressés physiquement par 2 néo-nazis britanniques qui usent de leurs poings pour frapper plusieurs de ces militants. Et le lendemain, le 8 mars, à Brest, une militante qui collait des affiches pour la liste d'Hiver Gauche Brest en commun est agressée par 4 hommes qui la forcent à ouvrir le coffre de sa voiture et brûlent ses affiches. Alors ça, c'est simplement les faits qui se sont déroulés en l'espace de 3 jours, mais on pourrait continuer la liste parce que les incidents, les agressions se multiplient. Nous, militants de la 4e internationale, nous partageons l'inquiétude de millions de travailleurs, de jeunes et de militants dans ce pays face aux dangers que représente l'extrême droite. Alors la question qui se pose, c'est comment faire face à ce danger ? À cette question, une partie de la gauche répond, je cite, « Le front antifasciste le plus efficace serait la reproduction du nouveau Front populaire », vous savez, cette alliance électorale formée en 2024 entre EELV, la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Cette phrase, nous l'avons entendue mardi dernier dans une réunion unitaire convoquée par le NPA, à laquelle assistait une délégation du Parti des Travailleurs. D'autres, dans la même réunion, ont exigé que le Parti socialiste soit exclu de ce type de cadre unitaire, car, disent-ils, je cite, « le PS a participé à la campagne de criminalisation des antifascistes et de LFI ». D'autres, enfin, dans cette réunion, ont expliqué, je cite, « si nous n'agissons pas dès maintenant, la fascisation du monde et du pays sera inévitable ». Alors je crois que tout ceci appelle réflexion. Qu'il soit urgent d'agir, c'est certain. Mais d'abord, soyons clairs, rien n'est inévitable. La classe ouvrière n'a pas dit son dernier mot et la situation se dénouera sur le terrain de la lutte de classe entre exploiteurs et exploités. Quant au danger de l'extrême droite, nous, militants de la 4e internationale, nous sommes convaincus qu'il est largement alimenté et favorisé par la politique de division et d'inertie au sommet des organisations ouvrières dont les dirigeants refusent obstinément depuis des mois et des mois d'engager le combat contre un régime de plus en plus autoritaire qui, comme Daniel l'a rappelé, nous entraîne aujourd'hui dans la guerre. Alors posons une question. À la moindre agression contre un militant, quel qu'il soit, un parti se réclamant des travailleurs, quel qu'il soit, un syndicat, une association, faut-il que toutes les organisations fassent bloc pour faire respecter les libertés démocratiques et faire reculer les ennemis de la démocratie ? Ou bien faut-il en préalable exiger de toutes les organisations un accord politique, par exemple sur la politique du nouveau Front populaire ? Pour le Parti des travailleurs et la 4e internationale, la réponse est claire. C'est connu, nous sommes en désaccord, nous, le Parti des travailleurs, avec la politique de la majorité de gauche à Marseille. Nous sommes en désaccord avec la politique que mène la municipalité dirigée par LFI à Fâche-Tuménil. Mais quand une colistière du maire de Marseille ou une réunion électorale du maire LFI de Fâche est attaquée par des nervis fascistes, le Parti des travailleurs est inconditionnellement pour faire bloc avec toutes les organisations pour protéger ses militants. Quant à la volonté d'exclure telle ou telle organisation, par exemple le Parti socialiste, elle est extrêmement dangereuse. C'est évidemment le droit de tel ou tel groupe d'extrême gauche de donner un signe plus à la politique de LFI par rapport à celle du Parti socialiste. Pour notre part, nous constatons qu'au-delà des mots sur les grandes questions importantes comme celle de la guerre,
le Parti socialiste et LFI ont voté ensemble, pendant ces 4 dernières années au Parlement européen, plus de 40 résolutions pour soutenir l'OTAN et envoyer des armes en Ukraine. Nous constatons que ces 2 organisations, Parti socialiste et LFI, sur la question de la Palestine, se réclament toutes 2, par exemple, de la soi-disant solution à 2 États. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La question est, les syndicats, la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, le NPA, le Parti des travailleurs, les groupes anarchistes, etc., ont-ils le droit de s'exprimer, de se réunir, de manifester, de diffuser leur presse sans être menacés ou agressés? Alors si c'est de cela qu'il s'agit, rappelons qu'au XXe siècle, le mouvement ouvrier a payé cher, très très cher, le prix de la politique criminelle de division, et en particulier en Allemagne au début des années 30, quand les dirigeants staliniens désignaient les sociodémocrates comme l'ennemi principal. C'est cette politique, nous ne l'avons pas oubliée, qui a ouvert la voie à la victoire de Hitler, à la défaite sans combat de la classe ouvrière allemande et à l'extermination de ses militants et de ses organisations. Alors si c'est cela qu'il s'agit d'empêcher, doit s'imposer le pacte de défense mutuelle et d'unité sans aucun préalable politique pour dire si une organisation ou un militant est attaqué, alors nous ferons tous bloc pour les protéger et imposer un recul aux ennemis de la démocratie, et cela sans que quelque organisation que ce soit ne doive renoncer pour autant à ses positions ni à exprimer ses désaccords avec les autres. Telle est la position du Parti des travailleurs et des militants de la 4e internationale. Tel est ce que Léon Trotsky nous a appris dans le combat qu'il a mené au début des années 30, par exemple quand il écrivait en décembre 1931, je cite, « Marcher séparément, frapper ensemble. On peut se mettre d'accord sur ce point avec le diable et sa grand-mère, à la seule condition de ne pas se lier les mains. Le programme d'action doit être purement pratique, purement concret, sans aucune exigence artificielle, sans aucune arrière-pensée, pour que tout ouvrier social-démocrate moyen puisse se dire « ce que proposent les communistes est absolument indispensable pour la lutte contre le fascisme ». Sur cette base, il faut entraîner, par exemple, les ouvriers sociodémocrates et critiquer leurs chefs qui inévitablement s'opposeront et freineront le mouvement. C'est seulement sur cette voie qu'est possible la victoire. C'est extrait de l'un des textes de Trotsky de décembre 1931 qui a été republié récemment dans le numéro 40 de l'Internationale. Bien, alors camarades, pour poursuivre ces présentations, avant de pouvoir en discuter, je voudrais indiquer pourquoi nous avons décidé, dans ce vendredi marxiste, de présenter 2 ouvrages de Trotsky qui malheureusement ne sont pas disponibles. Terrorisme et communisme n'est pas disponible. Leur morale et la nôtre sera bientôt rendu disponible par sa republication par les éditions du Travail. Néanmoins, ces textes sont importants, ils sont peu connus, le premier peu et l'autre peut-être un peu plus. Je voudrais les replacer dans leur contexte et vous indiquer pourquoi, à mon avis, ces textes sont d'une grande actualité. Ils sont distants de 18 ans. Terrorisme et communisme est un texte qui a été écrit, un livre même, qui est écrit en 1920. Donc imaginez-vous, 1920, dans la Russie des Soviets, on est moins de 3 ans après la Révolution d'octobre. La jeune République soviétique est attaquée de toutes parts par toutes les troupes de tous les pays impérialistes alliés, au nord, au sud, à l'est, les Français, les Tchèques, les Polonais, les Anglais et beaucoup d'autres. C'est le fameux épisode où Trotsky est dans son train à la tête de l'armée rouge et entre 2 batailles, il écrit terrorisme et communisme. Pourquoi il écrit terrorisme, et l'autre texte, j'y reviendrai, a été écrit en 1938. Pourquoi est-ce qu'il écrit terrorisme et communisme ? Parce que la révolution russe est confrontée non seulement à tous ses ennemis capitalistes, mais elle est confrontée aussi à des ennemis qui viennent du camp même du mouvement ouvrier. C'est-à-dire des dirigeants, des partis qui se disent socialistes et autres, et qui se mettent au premier plan de la critique de la révolution russe, et même des gouvernements qui les attaquent. Et parmi les gens qui attaquent la révolution russe, il y a Karl Kautsky. Karl Kautsky, jusqu'à
avant 1914, était considéré comme la plus grande sommité du marxisme vivante. Hein. C'est un marxiste extrêmement convaincu, érudit, qui avait, beaucoup contribué à la diffusion des positions de Marx, et qui avait, avant la guerre de 1914, une position très ferme contre la guerre, très internationaliste. Et puis, pendant la guerre de 14-18, il se fait discret. Il ne fait pas partie de la poignée des militants internationalistes qui combattent contre la guerre. Il ne fait pas partie des sociodémocrates qui se mettent le plus en avant pour soutenir la guerre. Bon, il attend de voir comment ça se passe. Et puis, quand les ouvriers russes prennent le pouvoir, il fait partie de ceux qui critiquent fermement la révolution russe, qui la dénoncent comme ennemie de la démocratie et comme utilisant des méthodes de terreur. Parce que, comme toute révolution, hein, elle est amenée à combattre contre ses ennemis, elle est amenée à emprisonner des gens, à en fusiller. Et donc, Kautsky écrit en juin 1919 un livre qui s'appelle « Terrorisme et communisme ». Et venant de quelqu'un qui a été un marxiste réputé, les dirigeants révolutionnaires bolcheviques trouvent important de répondre à ce... Ce qui fait que Trotsky, moins d'un an après, publie un livre qui porte le même titre, « Terrorisme et communisme », qui va lui permettre d'argumenter contre Kautsky. Lénine, de son côté, à peu près à la même époque, écrira également un ouvrage très important qui s'appelle La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky. Le titre lui-même suffit à indiquer de quoi il s'agit. Alors, je ne vais pas vous lire le livre parce qu'on y serait encore demain, mais je vais vous indiquer, à mon avis, pourquoi ce livre est important et pourquoi il est d'une certaine actualité. D'abord parce qu'il traite de la question des élections. Sachez que pour les marxistes que nous sommes, la question électorale, je cite Trotsky, n'est pas un élément central de l'action politique. Il le dit ici très clairement. Elle n'est, au mieux, je le cite, qu'un moyen auxiliaire employé dans la lutte de classe, jouant un rôle tantôt plus grand, tantôt moindre. Pourquoi précise-t-il cela, Trotsky ? Parce qu'il a face à lui un Kautsky qui dit les élections, c'est le nec plus ultra. Vous, les bolcheviks, vous auriez pu laisser se réunir l'Assemblée constituante qui avait été élue au suffrage universel. Au lieu de ça, vous avez dit les soviets qui représentent les ouvriers sont une forme supérieure de représentation de la démocratie. Du coup, les soviets ont balayé l'Assemblée constituante. C'est pas correct, dit Kautsky. Les élections, c'est un principe démocratique qui est au-dessus de tout. Et Trotsky répond pas du tout. Pas du tout d'accord. Il dit quand Kautsky était un révolutionnaire marxiste, donc quelques années auparavant, il considérait l'exercice exclusif du pouvoir politique par le prolétariat, la dictature du prolétariat, comme la seule forme du pouvoir socialiste et non pas la majorité dans un parlement démocratique. Il dit pourquoi ? Quelle est la différence ? Il dit la différence est simple, avoir une majorité dans un parlement d'un pays capitaliste, bon, il suffit d'avoir plus de voix aux élections. Mais ça ne règle pas la question de savoir qui a vraiment le pouvoir entre ses mains et dans quel but. Or, dit Trotsky, si l'objectif, c'est l'abolition de la propriété individuelle des moyens de production, alors il n'y a pas d'autre moyen de la réaliser que de concentrer tout le pouvoir de l'État entre les mains du prolétariat. J'attire votre attention sur cette question. S'il s'agit d'avoir une majorité au Parlement, bon, on a une majorité. Je pense que beaucoup de camarades ici savent d'expérience que la gauche peut être majoritaire dans un Parlement et que ça ne change rien. Ou éventuellement, ça change un peu en plus mal. Pourquoi, dit Trotsky ? Parce que si on s'assigne comme tâche l'abolition de la propriété individuelle des moyens de production, alors il faut concentrer tous les pouvoirs entre les mains du prolétariat, parce que
avoir une majorité dans un Parlement, c'est pas difficile. Abolir la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire faire en sorte que les usines, les grands moyens de communication, les banques, ne soient plus la propriété individuelle de tel ou tel capitaliste ou de telle ou telle multinationale, mais qu'elles soient prises sous le contrôle de la classe des producteurs. Si c'est ça l'objectif, dit Trotsky, il ne suffira pas d'avoir une majorité au Parlement pour le faire, il faut que le pouvoir effectif soit entre les mains de la classe ouvrière. Et voilà pourquoi, dit-il, l'exercice électoral ne suffira pas, il insiste, la dictature, il utilise le terme dictature du prolétariat, vous savez, comme Marx et Engels l'utilisent, c'est-à-dire Marx et Engels disent, voilà, nous vivons dans un régime capitaliste où, quelle que soit la manière dont on s'y prend, c'est la dictature de la classe capitaliste qui s'oppose. À quoi il faut opposer la dictature du prolétariat. Et donc, reprenant cette formule, Trotsky dit « La dictature est indispensable parce qu'il ne s'agit pas de changer tel ou tel caractère privé, mais il s'agit de l'existence même de la bourgeoisie. » Donc si l'objectif est d'en finir avec la dictature de la bourgeoisie, alors on ne peut pas se contenter de l'exercice électoral. Et Trotsky polémique de manière un peu ironique vis-à-vis du discours qui sous-tend, vous savez, qui n'est pas seulement celui de Trotsky, de Kautsky, pardon, qui est un discours assez répandu, qui place au-dessus de tout le principe du suffrage universel, qui est le principe d'égalité de tous les êtres humains. Et Trotsky dit la chose suivante. Il dit le droit naturel, qui est devenu la théorie de la démocratie, dit à l'ouvrier la chose suivante. Ouvrez les guillemets, c'est une fausse citation, vous le comprenez. Tous les hommes sont égaux devant la loi, quelle que soit leur origine, leur qualité de possédant ou de non-possédant, et le rôle qu'ils remplissent. Ils ont tous un droit égal à décider par leur suffrage des destinées du peuple. Et Trotsky poursuit en commentant, il dit « Cette norme idéale a joué un rôle révolutionnaire dans la conscience des masses à l'époque où il s'agissait de condamner l'absolutisme, les privilèges démocratiques, le suffrage censitaire. Autrement dit, à l'époque, je ne sais pas, de la monarchie française ou l'époque du tsarisme, dire que tous les hommes et toutes les femmes ont un droit égal au suffrage universel, à voter, etc., ça avait un caractère progressiste, dit Trotsky, parce que ça ouvrait la perspective d'une certaine forme de démocratie. Mais il dit, en dehors de ça, cette conception avait une autre fonction, et celle-là beaucoup plus négative. Elle ne faisait qu'endormir toujours plus la conscience des masses, légaliser la misère, l'esclavage et l'humiliation. Et il s'en explique ainsi. Il dit « Rothschild, qui a su monnayer le sang et la sueur du monde en beau Napoléon d'or, les pièces de l'époque, n'a qu'une voix aux élections parlementaires. L'obscur mineur qui ne sait pas signer de son nom, qui pendant presque toute sa vie dort sans se dévêtir et mène dans la société l'existence d'une taupe, est pourtant lui aussi détenteur d'une parcelle de la souveraineté populaire. Il est l'égal de Rothschild devant les tribunaux et pendant ces périodes électorales. » Et Trotsky ajoute « Mais dans les conditions réelles de la vie, dans les relations sociales, dans les mœurs, les hommes sont au contraire de plus en plus inégaux. Ici, l'accumulation de richesses inouïes, et là, une misère sans espoir. » L'illusion de l'égalité de tous devant le suffrage universel, dit Trotsky, doit être dissipée. Formellement, chacun est l'égal de son voisin devant l'urne et avec son petit bulletin de vote. Formellement. Tant que vous ne cherchez pas à abolir la propriété privée des moyens de production. Mais dès que vous allez chercher à abolir la propriété privée des moyens de production, il est à craindre que votre petit bulletin de vote, même additionné à celui de vos voisins, même s'il est majoritaire, ne suffira pas à arracher à Dassault, à Bernard Arnault et à je ne sais pas qui les immenses richesses que constituent leurs moyens de production. Il faudra un peu plus que la somme de nos bulletins de vote réunis. C'est une polémique très actuelle que mène Trotsky contre Kautsky. Il le précise de la manière suivante à propos du suffrage universel. Il dit « L'histoire
n'a pas transformé les nations, là aussi il est un peu ironique, en des espèces de clubs qui vont voter solennellement à la majorité des voix la révolution sociale. Il dit au contraire, la révolution violente est devenue une nécessité, justement parce qu'il n'est pas possible, par l'appareil de la démocratie parlementaire, de changer le régime social. Il dit la bourgeoisie capitaliste tient le discours suivant. Et là encore, il met une citation dans la bouche de la bourgeoisie. « Tant que je tiendrai les terres, les usines, les fabriques, les banques, la presse, les écoles, les universités, tant que je tiendrai, car c'est l'essentiel, l'armée, alors le mécanisme de la démocratie, de quelque façon qu'on le remanie, demeurera soumis à ma volonté. » C'est fort, hein ? Tant que j'ai les banques, tant que j'ai l'appareil de production, tant que je contrôle l'armée, d'une manière ou d'une autre, le mécanisme du suffrage universel sera soumis à ma volonté. Et, ajoute Trotsky, il dit bon, la petite bourgeoisie inepte, conservatrice, dépourvue de caractère, mais aussi soumise spirituellement que matériellement. Je la réduis et je la réduirai par la puissance de mes entreprises, de mes bénéfices, de mes projets, de mes crimes. Quand mécontente, elle murmurera. Je créerai des paratonnerres à la douzaine. Je susciterai, quand j'en aurai besoin, des partis d'opposition qui disparaîtront aussitôt après avoir rempli leur mission, en donnant à la bourgeoisie l'occasion de manifester son indignation sans causer le moindre préjudice au capitalisme. Je maintiendrai, pour les masses populaires, le régime de l'instruction primaire obligatoire, qui les fixe à la limite de l'ignorance et ne leur permet pas de s'élever intellectuellement au-dessus du niveau reconnu inoffensif par mes experts. Je débaucherai, je bernerai, j'intimiderai les couches les plus privilégiées, les plus arriérées du prolétariat. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Trump, par exemple, ou les couches les moins conscientes. Je vais leur dire, bah voilà, l'ennemi, c'est le noir, l'arabe, l'immigré. Je débaucherai les couches les plus privilégiées, les plus arriérées du prolétariat. Tant que les instruments d'oppression et d'intimidation demeureront entre mes mains, la coordination de toutes ces mesures ne permettra pas à l'avant-garde de la classe ouvrière d'éclairer la conscience du plus grand nombre. Et Trotsky poursuit ce dialogue imaginaire entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, et il dit à quoi le prolétariat révolutionnaire répond ? Sans doute, la première condition de salut est-elle d'arracher à la bourgeoisie ses instruments de domination. Nul espoir n'est permis d'atteindre pacifiquement au pouvoir alors que la bourgeoisie conserve tous les instruments de domination. Triplement fou l'espoir d'arriver au pouvoir par le chemin que la bourgeoisie même montre et barricade simultanément, celui de la démocratie parlementaire. Il n'est qu'un chemin, arracher le pouvoir à la bourgeoisie en lui ôtant les moyens matériels de sa domination. Quelle que soit la corrélation apparente des forces au Parlement, je ferai des moyens les plus importants de la production un bien social, c'est-à-dire je ferai l'appropriation collective des moyens de production. C'est un élément central de la polémique. Si vous érigez au-dessus de tout le suffrage universel, la démocratie parlementaire, la possibilité de constituer un gouvernement, quel qu'il soit, par les voies légales, et que vous renoncez à prendre entre vos mains les moyens de production, vous resterez le jouet de ce que la classe capitaliste envisage. Alors, ça pose le problème de ce qu'on a appelé la dictature du prolétariat. Kautsky polémique contre ce qu'il appelle le terrorisme, qui n'est pas l'acception actuelle du terrorisme. Kautsky dit, quand même, là, vous, les bolcheviks, vous y allez fort, vous fusillez les gardes blancs, des fois, vous interdisez les journaux, etc. Mais la contradiction de Kautsky, c'est qu'il dit en même temps, moi, je reconnais que dans la Révolution française, heureusement qu'il y a eu la dictature de fer des Jacobins pour permettre à la France révolutionnaire de l'emporter sur la monarchie. Puis après, il dit aussi sur la Commune de Paris, etc. Trotsky lui répond en disant, mais nous sommes, nous, en Russie, dans une situation où la rigueur de la dictature prolétarienne
nous a été dicté par des circonstances non moins critiques que ce qui est arrivé à la Révolution française. On n'a pas choisi d'instaurer un pouvoir fort. La contre-révolution qui s'est dressée contre nous nous a contraints à des mesures de défense de la révolution. Quand vous êtes attaqué, vous défendez. Et quand c'est la guerre civile, qui est la plus terrible des guerres, vous ne cédez pas. Parce que Kautsky dit tous les autres, d'accord, les Jacobins, même la Commune de Paris, d'accord. Alors vous, les bolcheviks, non. Et Trotsky dit ceci, et je le dis parce que je le revendique, même si peut-être ça va choquer des camarades. Trotsky dit qui renonce en principe au terrorisme, c'est-à-dire aux mesures d'intimidation et de répression à l'égard de la contre-révolution armée, doit aussi renoncer à la domination politique de la classe ouvrière. Qui renonce à la dictature du prolétariat renonce à la révolution sociale et fait une croix sur le socialisme. Et il poursuit en précisant son point de vue dans les termes suivants. La classe ouvrière qui s'est emparée du pouvoir en combattant avait pour tâche et pour devoir de l'affermir inébranlablement, d'assurer définitivement sa domination, de couper toute envie de coup d'État chez ses ennemis et de se donner par cela même la possibilité de réaliser les grandes réformes socialistes, ou alors il ne fallait pas prendre le pouvoir. Je trouve cette phrase extrêmement parlante. Ou alors il ne fallait pas prendre le pouvoir. Mais quand les ouvriers, les masses paysannes contraintes à la misère absolue, les soviets de soldats, ont mandaté les bolcheviks pour dire « vous devez prendre le pouvoir » parce que notre révolution a commencé au mois de février, que nous sommes maintenant au mois de novembre, et qu'il n'y a toujours ni la paix, ni la terre pour les paysans, ni le pain pour les familles ouvrières, ni la liberté, que la contre-révolution menace. Alors nous, majoritairement, députés des soviets, ouvriers, paysans, soldats, nous vous mandatons, vous les bolcheviks, pour prendre le pouvoir. Trotsky dit, soit on prenait le pouvoir, et on assume le mandat de conduire la révolution, de la défendre par tous les moyens nécessaires, qui sont ceux de la guerre civile et du terrorisme, ou alors, dit-il, il ne fallait pas prendre le pouvoir. Bien, c'est une question importante. Les partis de gauche que nous connaissons en France et dans le monde entier, de ce point de vue, ont renoncé depuis longtemps à prendre le pouvoir. Je ne dis pas à gagner les élections, je ne dis pas à former un gouvernement, mais à prendre le pouvoir, c'est-à-dire à prendre le pouvoir au compte de la classe des opprimés et des exploités. Nous, 4e international, nous estimons au contraire indispensable pour les masses opprimées et exploitées du monde entier de permettre qu'elles prennent le pouvoir et que la propriété des moyens de production passe des mains des milliardaires. J'ai lu encore la semaine dernière une statistique qui dit que l'année écoulée, il y a eu 1 milliardaire supplémentaire sur la planète chaque jour. Chaque jour. Que le pouvoir, donc, que le pouvoir de produire soit arraché à ces profiteurs, ces prévaricateurs, et qu'il soit transféré à la classe ouvrière, est une question centrale. Alors, Trotsky répond à l'argument, et la violence là-dedans. Il dit, ça veut dire que vous êtes pour la violence, que vous ne respectez pas la vie humaine. Et là, il introduit un élément important, en 1920, puis on y reviendra en 1938, sur le fait qu'il n'y a pas de morale abstraite en dehors des conditions concrètes et des conditions sociales concrètes dans lesquelles on l'aborde. Il dit, on accuse les bolcheviks d'appliquer la terreur rouge et en faisant ça de violer le respect du caractère sacré, entre guillemets, de la vie humaine qu'ils ont eux-mêmes proclamé. Ici, c'est une citation de Kautsky. Et Trotsky pose la question suivante. Que signifie en pratique le respect du caractère sacré de la vie humaine et en quoi se différencie-t-il du commandement de la Bible « Tu ne tueras point » Kautsky s'abstient de nous l'expliquer. Trotsky prend un certain nombre d'exemples. Quand un bandit lève son couteau sur un enfant, peut-on tuer le premier pour sauver le second ? N'est-ce pas pourtant une atteinte au caractère sacré, entre guillemets, de la vie humaine ?
Peut-on tuer un bandit pour se sauver soi-même? L'insurrection des esclaves contre leur maître est-elle admissible? Si l'on décrète que la vie humaine est en général inviolable et sacrée, il faut donc non seulement renoncer à la terreur, mais aussi à la guerre et à la révolution. Alors, je voulais, par ces quelques extraits, attirer votre attention sur le fait que ce livre, écrit dans le feu de la guerre civile, pose un certain nombre de questions fondamentales qui ont parcouru l'actualité ces dernières semaines sur la violence, son usage, et aussi sur le rapport qui existe entre les formes de la démocratie politique et son contenu social, je veux dire la propriété des moyens de production. Et ceci me permet de faire le lien avec un livre que Trotsky écrit 18 ans plus tard. On est en 1938, Trotsky est pourchassé par Staline et les agents du stalinisme. D'ailleurs, le jour où il finit ce livre, il apprend que son fils Léon Sedov a été assassiné par les agents de Staline à Paris, Léon Sedov, sur la tombe duquel nous allons tous les ans. Mais au moment où il l'écrit, il ne le sait pas encore, c'est quelques jours avant. Il intitule cette brochure « Leur morale est la nôtre ». Pourquoi ? Parce que en 1938, les staliniens donc pourchassent Trotsky, les partisans de la 4e internationale, les assassinent aux quatre coins du monde. Ils ont étranglé la révolution en Espagne en 1936-1937, écrasé les milices anarchistes, etc. Mais en plus de cela, il y a une espèce de coalition internationale, je dirais, comment pourrait-on dire, de personnalités de gauche bien pensantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à la fois des staliniens acharnés, mais aussi des staliniens déguisés en sociodémocrates, des semi-staliniens déguisés en humanistes, en président de la Ligue des droits de l'homme. Et tous ces gens-là ont une chose en commun. Ils disent, mais enfin, quand même, Trotsky, tu te plains d'être pourchassé par Staline, mais enfin, toi-même, ce que tu as fait à l'époque de la guerre civile, c'était pas mieux, finalement. Toi et Staline, c'est un peu pareil. Et puis, du point de vue de la morale, tu n'as pas de leçons à donner, etc. Et donc, Trotsky, cette question a une certaine importance, donc Trotsky y répond. Et en particulier, il répond, ce qui va vous étonner, à Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce qu'il y a 3 ans, Jean-Luc Mélenchon a dit « Je ne suis pas d'accord avec Trotsky qui prétend que la fin justifie les moyens ». Or, quiconque a lu Leur morale et la nôtre sait que, au contraire, Trotsky combat cette position. Donc, pourquoi est-ce que Mélenchon est allé inventer ça? J'en sais rien, on lui demandera à l'occasion. Mais, en l'occurrence, Trotsky, le livre Leur morale et la nôtre, dans ses premières pages, dit la chose suivante: le reproche le plus commun et le plus impressionnant que l'on adresse à l'amoralisme, amoralisme, ouvrez les guillemets, amoralisme en un seul mot, à l'amoralisme des bolcheviks, emprunte sa force à la prétendue règle jésuitique du bolchevisme, la fin justifie les moyens. Et Trotsky va au contraire expliquer que le point de vue des marxistes, le point de vue des bolcheviks, ça n'est pas la fin justifie les moyens. Pourquoi? Il dit parce que la morale n'est pas quelque chose d'abstrait. La morale est le produit du développement social. Je cite Trotsky. Elle n'a rien d'invariable. Elle sert les intérêts de la société. Ces intérêts sont contradictoires. La morale a plus que toute autre forme d'idéologie un caractère de classe. Et on le sait tous d'expérience, camarades. Ce qui est aujourd'hui reconnu comme étant moral, ou en tout cas n'étant pas contraire à la morale, aurait été hier dénoncé comme étant la pire forme d'amoralisme. Chacun d'entre vous peut avoir des exemples en tête. Et Trotsky développe ce qu'il appelle l'interdépendance dialectique de la fin et des moyens. Il dit la chose suivante: le moyen ne peut être justifié que par la fin. Mais la fin elle-même a aussi besoin de justification. Du point de vue du marxisme, qui exprime les intérêts historiques du prolétariat, la fin est justifiée si elle mène à l'accroissement du pouvoir de l'homme sur la nature et à l'abolition du pouvoir de l'homme sur l'homme. Donc la fin est justifiée si elle s'inscrit dans un processus d'émancipation
vis-à-vis de l'oppression et de l'exploitation. Trotsky ajoute, est-ce que cela veut dire que pour atteindre cette fin, tout est permis? Il répond non, est permis ce qui mène réellement à la libération du genre humain. Trotsky imagine, avec le même procédé que dans ses écrits précédents, il imagine avoir affaire à ce qu'il appelle un moraliste, qui lui dirait « Cela veut-il dire que dans la lutte des classes contre le capitalisme, tous les moyens sont permis, le mensonge, le faux, la trahison, l'assassinat ?» Et Trotsky répond « Ne sont admissibles et obligatoires que les moyens qui accroissent la cohésion du prolétariat. Lui insufflent dans l'âme une haine inextinguible de l'oppression, lui apprennent à mépriser la morale officielle et ses suiveurs démocrates, le pénètre de la conscience de sa propre mission historique, augmente son courage et son abnégation. Il découle de là précisément que tous les moyens ne sont point permis. Quand nous disons que la fin justifie les moyens, il en résulte pour nous que la grande fin révolutionnaire repousse d'entre ces moyens les procédés et les méthodes indignes qui dressent une partie de la classe ouvrière contre une autre. C'est donc pas la fin justifie les moyens en général. Sont exclus les moyens qui dressent une partie de la classe ouvrière contre une autre partie. Sont exclus les moyens qui mentent aux travailleurs. Sont exclus les moyens qui affaiblissent la confiance qu'ont les travailleurs dans leur propre capacité à agir. Sont exclus les moyens qui diluent la conscience de classe. Et Trotsky poursuit, sont exclus les moyens qui tentent de faire le bonheur des masses sur leur propre concours, ça on en connaît, ou qui diminuent la confiance des masses en elles-mêmes et leur organisation en y substituant l'adoration des chefs, entre guillemets. Par-dessus tout, irréductiblement, la morale révolutionnaire condamne la servilité à l'égard de la bourgeoisie et la hauteur à l'égard des travailleurs. Le matérialisme dialectique ne sépare pas la fin des moyens. La fin se déduit tout naturellement du devenir historique. Les moyens sont organiquement subordonnés à la fin immédiate devient le moyen de la lutte ultérieure, etc. Il n'y a donc pas de morale abstraite. Je ne sais pas si ces citations sont entendables quand on les entend pour la première fois. Je sais que c'est un exercice difficile d'arriver à faire partager à des camarades des citations d'un texte qu'on lit. Bon, j'espère que j'aurai réussi à vous faire saisir quand même le principal de ce que Trotsky veut expliquer. Mais il conclut dans les termes suivants. Il dit, l'émancipation des ouvriers ne peut être l'œuvre que des ouvriers eux-mêmes. Il n'y a donc pas de plus grand crime que de tromper les masses, de faire passer des défaites pour des victoires, de faire passer des amis pour des ennemis, d'acheter des chefs, de fabriquer des légendes, de monter des procès d'imposture. Ces moyens ne peuvent servir qu'à une fin, prolonger la domination d'une coterie déjà condamnée par l'histoire. Ils ne peuvent pas servir à l'émancipation des masses. C'est pourquoi la 4e internationale soutient contre le stalinisme une lutte à mort. Alors, pourquoi ces deux textes sont d'une grande actualité ? L'un, parce qu'il oblige à se poser la question de ce qu'est l'objectif du combat, qui ne peut pas être réduit à un objectif électoral, qui est dans le meilleur des cas un instrument parmi d'autres. L'objectif du combat, c'est l'appropriation collective des moyens de production, sans laquelle rien ne peut changer du point de vue des rapports entre les classes. Et le deuxième texte, parce qu'il indique que même si la révolution prolétarienne est amenée à user parfois des moyens et des instruments de la violence, de la guerre révolutionnaire, du terrorisme, comme le dit Trotsky dans le premier texte, pour autant, elle ne le fait pas dans n'importe quelle condition, elle ne le fait pas au nom du fait que la fin justifie les moyens, mais dans un souci permanent du rapport dialectique entre la fin et les moyens, à savoir, comme le dit Trotsky, ne sont permissibles que les moyens qui accroissent la confiance de la classe ouvrière en elle-même, la conscience de ce qu'elle est, de sa capacité à agir et à s'émanciper, sont condamnables et doivent être écartés tous les moyens qui substituent à cela l'adoration des chefs, la croyance en un certain nombre de mensonges divers et variés. Et je sais que beaucoup de camarades dans cette salle ont, dans la dernière période, fait l'expérience de ces procédés auxquels on recourt volontiers les appareils bureaucratiques petits et grands. Raison de plus pour s'approprier la méthode de Trotsky. Je vous remercie.